Moi, je suis bénévole seulement, je ne suis pas archéologue, mais ça fait 10 ans que je fouille. C'est vrai que mon métier de graphiste a matché avec l'archéologie. Mes compétences graphiques pouvaient être très utiles quand même, justement pour tout ce qui est reconstitution et puis aussi mise en page. Ça permet de dégager du temps pour l'analyse et enfin parce que tout ça, c'est Michel qui le faisait avant. Ça lui prenait un temps infini, quoi. Et qui était pris sur le travail vraiment archéologique. Communiquer sur un chantier comme ça pour le grand public, c'est compliqué parce que c'est pas très spectaculaire. Donc l'idée de raconter une histoire, l'histoire du site est venue assez vite parce qu'on a l'habitude de dire qu'ici on fouille de la terre dans de la terre, donc c'est un peu difficile à montrer, quoi. Voilà. Un dessin scientifique, pour moi, c'est on constate quelque chose qui existe. Alors que, effectivement, le dessin de fiction permet de visualiser une interprétation. Donc c'est quand même très utile. Et ici, par exemple, ça fait maintenant des années, on est arrivé à un stade où on commence à avoir une vision, en fait, de ce qui se passait ici, comment les choses étaient organisées, même dans l'espace. Et du coup, on avait vraiment l'envie de le voir, parce que chacun peut imaginer, mais c'est partiel. Et là, d'avoir une vue globale, générale, c'était intéressant. Et du coup, de cette espèce de besoin est née l'idée de raconter l'histoire du site et de la raconter en images, donc en l'idée de la bande dessinée. L'archéologue a juste la possibilité d'aller voir un peu du côté de l'ethnologie ce qui se passe. Après, nous, on est des humains aussi, donc on peut un petit peu se remettre dans leur peau et imaginer comment les choses se sont passées. Le truc qui échappe vraiment, c'est la spiritualité. Et pourtant, on pense qu'elle était omniprésente. Et là, c'est par rapport à ce qu'on sait des sociétés dites primitives ou anciennes. Tout est ritualisé en tout cas. Là, on a trouvé par exemple des mattes de plomb dans des murs. Et on se dit, ce truc-là sert à rien à cet endroit-là. Donc, tout de suite, il y a quelque chose un petit peu d'un autre ordre qui vient à l'esprit. Ça a d'abord été un dialogue de plusieurs années, en fait, puisque à chaque fois, on essaye d'interpréter, oui, mais alors il faisait ça comme ça, pour telle raison, et petit à petit, ça s'est construit, et on est arrivé vraiment à un moment où, ça y est, on avait suffisamment d'éléments pour raconter l'histoire du site et des gens, surtout. En fait, c'est l'histoire des gens qui habitaient là. Moi, par exemple, j'ignorais que la stèle venait presque à la fin du site. Pour moi, c'était logique qu'elle soit comme un rite de fondation au début. Donc la temporalité a été complètement bouleversée pour moi. Il y avait des choses que j'avais pas comprises aussi, c'était comment était le baudrier des statues menhirs. Il y a eu tout un moment comme ça de mise au point, les personnages, le décor, donc comment était organisé le site, les personnages, comment ils étaient habillés. Donc on s'est beaucoup basé sur les statues menhirs. La question c'était, bon, alors comment la métallurgie est arrivée ici? Donc c'est là qu'on a imaginé un jeune homme qui part découvrir le monde et qui revient chez lui avec des nouvelles connaissances.
Je raconte l'histoire plutôt de la première génération et après on est 10 générations plus tard. C'est l'histoire de l'émergence de la métallurgie du cuivre dans cette région. C'est basé quand même sur beaucoup de données constatées scientifiquement, mais on a essayé de trouver un lien même, entre des données brutes comme ça et puis une vie humaine. Il y a quand même une trame qui est ce qu'on pense réellement de l'évolution du site à travers les données objectives de l'archéologie. Donc il y a quand même un socle solide. Même si on n'est pas loin de penser quand même que les activités étaient très vite genrées, j'ai quand même introduit la participation des femmes qui sont reconnues dans le processus de métallurgie. La bande dessinée, elle permet de fixer les choses, de donner une image à peu près juste. On ne la revendique pas comme une vérité absolue, loin de là. C'est une hypothèse plausible. C'est la vie réelle de ces gens, c'est-à-dire telle qu'on l'imagine évidemment, mais c'est la vie d'une communauté qui tout d'un coup acquiert une technologie dont elle va profiter, et puis ça va n'avoir qu'un temps évidemment, les choses vont devenir plus difficiles, et puis ils peuvent être attaqués physiquement. Il y a des rebondissements effectivement. On a quand même aborder, je crois, un peu tous les aspects de la vie, c'est-à-dire comment une communauté comme ça fonctionne, l'exogamie, les échanges évidemment, où on va dans un endroit où il y a un grand marché presque international à l'échelle de la région, avec des populations différentes et avec forcément des frictions, des choses comme ça. Et puis il y a l'histoire spirituelle aussi autour de la stèle, qui à un moment perd son statut d'objet sacré, puisqu'elle a servi de polissoir, puis a été regravée, donc elle a été de nouveau rétablie dans sa fonction sacrée, et puis finalement abandonnée, quoi. Donc il y a toute l'histoire aussi de la conception de cette statue qui ne ressemble à aucune autre.